Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons ce soir sous le format d'un webinaire. Nous avons souhaité, en cette fin d'année, mettre à l'honneur les manipulateurs radio à travers leur communication primée lors des journées de formation de l'AFPPE. Vous retrouverez donc ce soir 4 communications de nos lauréats, dont une communication qui a fait l'objet d'une présentation lors du congrès mondial des manipulateurs radio à Hong Kong cette année. Nous leur adressons toutes nos félicitations à tous ces manipulateurs pour le partage de leurs travaux et la valorisation de la profession à laquelle ils participent pleinement. Bravo à tous. Un grand merci également à nos partenaires fidèles tout au long de l'année et qui sont également présents ce soir lors de ce webinaire. Vous pourrez retrouver ensuite ce webinaire sur nos réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube de l'AFPPE. D'ores et déjà, je vous donne rendez-vous pour un deuxième webinaire le 7 janvier prochain. Mais avant cela, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments, bon webinaire et à très bientôt. Bonjour à toutes et tous et merci à la FPPE de nous donner l'opportunité de participer à ce webinaire. GE Healthcare est un de vos partenaires leaders dans le domaine des produits de contraste et des agents d'imagerie moléculaire pour améliorer les décisions cliniques. Nous proposons un large portefeuille de produits diagnostiques dans les parcours de soins en cardiologie, neurologie et oncologie. Nous disposons de 7 usines de fabrication, accréditées d'après les bonnes pratiques de fabrication dans le monde, et nous livrons dans 130 pays. Face à la demande mondiale croissante, nous investissons de manière continue dans l'expansion de nos capacités de production. Nos sites de production pour les produits de contraste se situent à Cork en Irlande, à Oslo et Lindesnes en Norvège. Nous disposons également de 4 centres de recherche en Europe, aux États-Unis et en Chine. Notre objectif chez GE Healthcare Pharmaceutical Diagnostics est de servir le bon patient au bon endroit et au bon moment dans le monde. Pour répondre à cet objectif, nous avons sécurisé à long terme notre approvisionnement en iode grâce à des accords avec le Chili et le Japon. En parallèle, GE Healthcare a investi 80 millions de dollars afin d'augmenter sa capacité de production en principes actifs pharmaceutiques pour les produits de contraste, qui devrait être d'environ 30% d'ici 2025, ainsi que 30 millions de dollars afin d'accroître sa capacité de production à Cork, où se trouve la ligne de remplissage et de conditionnement des produits de contraste. GE Healthcare vise à délivrer 30 millions de doses supplémentaires aux patients par an par rapport à 2022, pour atteindre 140 millions de doses d'ici fin 2025. GE Healthcare, c'est aussi plus de 300 brevets déposés ces 10 dernières années, plusieurs programmes en phase préclinique et clinique dans les domaines des produits de contraste et de l'imagerie moléculaire, notamment en partenariat avec les plus grands centres académiques aux États-Unis, en Europe et en Asie. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du webinaire de la FPPE pour une session scanner, et plus précisément scanner double énergie, au cours de laquelle je vais vous présenter l'étude fantôme que j'ai réalisée pour évaluer la précision de la quantification de l'iode sur 3 scanners différents. Je déclare ne pas être en situation de lien d'intérêt particulier et commençons par un petit aperçu de ma présentation qui s'organisera autour de 5 points clés, avec en premier lieu un rappel des bases technologiques du scanner double énergie en faisant un focus sur la cartographie d'iode. On balayera ensuite les aspects principaux de la méthode du travail, avec la présentation de la conception du fantôme, la description des scanners étudiés et l'acquisition et le traitement des données. Je vous présenterai ensuite rapidement les principaux résultats obtenus,
que je discuterai ensuite avant de conclure en passant en revue les points clés de ce travail et en discutant des implications pour la pratique. L'objectif de cette présentation sera avant tout de comprendre ou du moins de rappeler le concept de double énergie en scanner, de porter un regard critique sur les résultats de la quantification d'iode et enfin d'identifier l'importance d'évaluer les capacités des équipements d'imagerie en tant qu'experts techniques et utilisateurs quotidiens de ces équipements, nous Manip Radio. Alors, commençons par des bases. Je ne vous apprends rien, le scanner conventionnel repose sur l'acquisition d'un certain nombre de projections à 360 degrés autour du patient, au cours desquelles on va avoir un faisceau de rayons X incident qui va venir traverser les différentes structures du patient. Et en fonction des différentes structures rencontrées, en fonction des différentes densités, il va être plus ou moins atténué. Et c'est ce faisceau atténué qui nous intéresse en scanner, puisque c'est celui qu'on va venir mesurer au niveau du système de détection et qui va nous permettre de générer des données brutes à partir desquelles on va pouvoir reconstruire des images en coupe en différentes nuances de gris qui vont traduire l'atténuation du faisceau, l'atténuation du rayonnement et donc directement les différentes densités du patient en unité Hounsfield. Alors en réalité, cette atténuation qu'on mesure en scanner, l'atténuation totale, c'est la somme de deux effets physiques d'interaction des rayons X avec la matière, à savoir l'absorption photoélectrique et la diffusion Compton, dont la proportion de survenue va dépendre à la fois de l'énergie incidente du rayonnement et du numéro atomique d'une structure en question, avec une prépondérance de l'effet photoélectrique plutôt aux basses énergies de rayons X et plutôt de l'effet Compton aux hautes énergies. Alors cette relation d'atténuation totale qui est égale à une somme de deux composantes, on peut l'écrire de manière mathématique avec une atténuation totale qui est égale à la somme d'une atténuation photoélectrique et d'une atténuation Compton. Et chacune de ces composantes va encore une fois pouvoir être divisée en deux facteurs avec une fonction f, une fonction mathématique qui dépend de l'énergie des rayons X et donc connaît la valeur à une énergie donnée, et un coefficient a qui va être caractéristique d'un élément étudié. Et finalement, on se rend compte que dans cette relation mathématique, en réalité, l'atténuation totale, on la connaît puisque c'est celle qu'on mesure au niveau du système de détection en scanner, et les fonctions f, qu'elles soient photoélectriques ou Compton, on connaît également leur valeur puisque ce sont des fonctions mathématiques qu'on connaît à une certaine énergie donnée et on sait à quelle énergie on travaille lors d'une acquisition scanner. Il nous reste donc simplement deux paramètres, deux inconnus, le coefficient AP pour l'effet photoélectrique et le coefficient AC pour l'effet Compton. Et c'est là qu'entre en jeu le concept de double énergie en scanner, puisque si on fait suivre une acquisition à basse énergie de rayon X, suivie d'une acquisition à haute énergie de rayon X, en fait on va pouvoir rédiger ce qu'on appelle un système d'équations à double inconnue, avec la même inconnue AP et la même inconnue AC. Autrement dit, mathématiquement et assez facilement, on est capable de retrouver les valeurs de ces deux coefficients qui, je le rappelle, sont caractéristiques d'un élément étudié et donc on va pouvoir obtenir des informations sur la composition physique de chaque voxel. Et donc en pratique finalement, sachant que les profils d'atténuation pour chaque matériau sont différents en fonction de l'énergie du faisceau, en fait en acquérant deux ensembles de données à deux niveaux d'énergie différents, on va être en mesure d'identifier la nature des différents composants contenus dans un volume, et à partir de cette double réponse spectrale, le scanner double énergie va nous permettre de fournir une grande variété de nouvelles informations avec de nombreux nouveaux types d'images, comme des cartographies, la cartographie Z effectif ou de densité électronique, les images non contrastées virtuelles, les cartographies de numéros atomiques, etc., etc., et la cartographie de matériaux, dont la cartographie d'iode. Alors, la cartographie d'iode, justement, celle sur laquelle j'ai travaillé dans cette étude, c'est une image dite en décomposition matérielle à la paire au iode. Concrètement, ça signifie simplement qu'on a indiqué au logiciel de reconstruction spectrale qu'il ne doit considérer que l'eau et l'iode dans l'image. Il va donc nous générer deux types d'images. En premier lieu, une image dite d'iode, sans eau, qu'on va appeler cartographie d'iode et sur laquelle j'ai travaillé, et en second lieu, une image dite d'eau, sans iode, qu'on appelle également virtuelle non contrastée, puisqu'il s'agit d'une image où on a simplement retiré le signal de l'iode après injection de produit de contraste au patient. Et donc on est capable, sans faire d'acquisition non injectée, d'obtenir des images équivalentes. Alors, à quoi ça sert de faire considérer seulement deux matériaux au logiciel de reconstruction spectrale? Eh bien tout simplement si on revient sur ces équations à double inconnu. Avant, ce qu'on expliquait, c'est que
En écrivant un système de deux équations à double inconnu, on est capable de retrouver les coefficients AP et AC. Eh bien, si on simplifie la chose pour le logiciel et qu'on lui indique qu'il n'y a que de l'eau ou que de l'iode, eh bien en fait, pour chaque voxel, il va venir calculer quelle quantité d'eau et quelle quantité d'iode permettrait d'obtenir les mêmes atténuations, Compton et photoélectriques, dans les mêmes proportions que ce qui a été déterminé par les mesures d'atténuation à double énergie. Et donc, c'est là qu'on arrive à obtenir une concentration de produit de contraste iodé estimée en tout point de l'image, exprimée en milligrammes d'iode par millilitre. Alors cette cartographie d'iode, elle permet donc de quantifier la concentration en produit de contraste en tout point de l'image. Concrètement, en pratique, quand vous naviguez sur les images avec le curseur de votre souris, à la place d'avoir des informations en unité Hounsfield, vous allez avoir des informations en milligrammes d'iode par millilitre. Et cet outil nous permet de faire de l'analyse de la perfusion des tissus après injection de produits de contraste aux patients, permet de réaliser des études dites fonctionnelles avec l'apparition donc de données quantitatives. Et cette cartographie, elle a été décrite à de multiples reprises, dans de multiples indications dans la littérature. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on se fie de plus en plus à ces données dites quantitatives, des données métrologiques. Or, si le scanner devient un outil qui permet d'obtenir des mesures, eh bien, il faut se poser des questions sur les performances, la précision des valeurs et les variations de ces dernières. Et donc c'est là qu'est entré en jeu l'étude fantôme que j'ai réalisée, puisque l'objectif était de comparer les valeurs de concentration réelles aux valeurs de concentration mesurées pour en retrouver d'éventuelles erreurs de quantification. L'objectif c'était donc de mesurer des concentrations connues, de comparer ces concentrations mesurées aux concentrations réelles pour en calculer des erreurs de quantification et ensuite comparer les résultats entre différents modèles de scanner. D'où la création d'un fantôme de contrôle qualité, si on peut l'appeler comme ça, qui était simplement composé d'un support permettant d'insérer des seringues interchangeables qui contenaient différentes concentrations de produits de contraste. Alors finalement, quand il a fallu réfléchir à la conception de ce fantôme, le cahier des charges il était assez réduit, avec un certain nombre finalement de points importants, dont un design simple, un faible coût pour pouvoir être réalisable, et enfin une gamme de concentration de produits de contraste pertinente cliniquement. Justement, cette gamme clinique de concentration de produits de contraste, on l'a retrouvée en faisant simplement des mesures de concentration sur des cartographies d'iode obtenues après injection de produits de contraste chez des patients et après acquisition en double énergie. L'objectif, c'était de mesurer avec des régions d'intérêt dans différentes zones après injection de produits de contraste en temps artériel et en temps veineux pour voir un petit peu ce qu'on obtenait en termes de concentration clinique. On a légèrement étendu cette gamme pour voir un petit peu les extrêmes en inférieur et en supérieur. Et on a finalement obtenu une gamme de concentration comprise entre 0,4 et 50 mg d'iode par millilitre que j'ai simplement obtenue en diluant du produit de contraste iodé avec une concentration initiale de 400 mg d'iode par millilitre, avec de l'eau distillée. Alors cette préparation des seringues, cette préparation des dilutions, elle a été réalisée à la main, en raison d'une limite en termes de matériel et en termes de moyens, et donc il y avait forcément quelques incertitudes de préparation, avec une légère perte de précision, et c'est pour ça que j'ai décidé de doubler chaque jeu de seringue, avec donc à terme deux jeux de seringues a priori identiques, dont l'objectif était de les comparer entre elles pour voir s'il y avait des erreurs significatives de préparation, des erreurs de dilution entre les deux jeux de seringues. Et une fois que le fantôme était prêt à être utilisé, il ne manquait plus que les équipements à étudier. Et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg, on est équipé de 3 scanners dotés de solutions à double énergie, basés sur l'émission des rayons X. En premier lieu, on avait un scanner général électrique, doté de la technologie de KV switching, qui permet de switcher de manière ultra rapide au niveau du tube à rayons X entre haut kilovoltage et bas kilovoltage au cours d'une même rotation. Et donc, permettant d'acquérir des données à double énergie au cours d'une même rotation. Un scanner Siemens qui est équipé de la technologie de dual source, qui, comme son nom l'indique, est équipé de 2 couples tubes détecteurs, l'un qui s'occupe de la haute énergie, l'autre de la basse énergie, simultanément au cours d'une même rotation. Et enfin un scanner Canon qui lui aussi était équipé de la technologie de KV switching, mais combiné à des algorithmes de reconstruction par deep learning, donc par intelligence artificielle. On avait les scanners, il fallait encore développer des protocoles cliniques spécifiques avec des paramètres d'acquisition les plus similaires possibles en fonction des possibilités offertes par chaque constructeur. Et au final, à partir de ces protocoles d'acquisition standardisés sur les 3 scanners, j'ai réalisé 8 acquisitions par scanner avec 4 acquisitions par jeu de seringue.
Et à partir des différentes acquisitions à double énergie réalisées sur les trois scanners, j'ai reconstruit à chaque fois une cartographie d'iode pour chaque acquisition. Et pour évaluer la précision de la quantification de l'iode, j'ai disposé dans chaque seringue une région d'intérêt à diamètre équivalent pour mesurer les valeurs et ensuite les comparer aux concentrations connues. Et donc pour évaluer ces erreurs de quantification, j'ai calculé des erreurs de quantification absolues et relatives exprimées en milligrammes par millilitre et en pourcentage, et qui m'ont permis de comparer les performances des trois scanners et de comparer les performances de chaque scanner entre les différentes concentrations. D'un point de vue résultat, on a assez vite observé que les performances de la quantification de l'iode étaient assez variables en fonction des différents équipements. Aux basses concentrations, inférieures à 5 mg par millilitre, les différences en termes de précision de la quantification étaient assez largement marquées, avec des erreurs de quantification plus ou moins importantes. Si on regarde sur cette seconde slide, où vous avez à votre droite la représentation de l'erreur de quantification absolue et de l'erreur de quantification relative, donc en milligrammes par millilitre et en pourcentage, vous observez bien que sur toute la gamme, on a un certain nombre de différences en termes de performance, avec un premier scanner qui était très proche des valeurs réelles en termes de valeurs mesurées, un second scanner qui se détachait un petit peu, mais qui était encore assez intéressant, assez précis, et enfin un troisième, qui avait des erreurs beaucoup plus importantes, surtout aux faibles concentrations. Alors vous l'aurez compris, l'objet de cette étude était d'évaluer la précision de la quantification de l'iode en scanner double énergie, avec une étude comparative entre trois scanners différents pour se faire une idée de la variabilité entre les différents constructeurs. À ce sujet, le fantôme il a répondu aux attentes, puisqu'il a permis de faire une comparaison objective et simple de l'outil quantitatif à une gamme clinique de concentration de produits de contraste iodé. Seule petite remarque, j'ai pu observer une surestimation systématique de la quantification à la concentration réelle de 20 mg d'iode par millilitre, et j'ai conclu en faveur de la justification la plus logique finalement, à savoir un défaut de préparation, et j'ai donc exclu cette concentration de l'interprétation pour ne pas biaiser les résultats. Le fantôme fait maison, avec une préparation manuelle des seringues, a forcément limité un petit peu la précision des résultats. Si on avait utilisé un fantôme commercialisé, on aurait forcément eu moins de biais. Mais premièrement, les fantômes commercialisés permettaient seulement d'avoir une gamme beaucoup plus restreinte de produits de contraste, et surtout, l'objectif était d'évaluer les performances de différents scanners sur cet outil quantitatif avec de simples moyens et de faible coût. Et donc là, on a clairement répondu à l'objectif, puisqu'on a simplement utilisé un peu de plexiglas et des seringues avec du produit de contraste iodé. Finalement, en ce qui concerne les performances de l'outil quantitatif, on s'est aperçu que la précision de la quantification de l'iode, la précision des valeurs mesurées, était assez variable entre les trois scanners étudiés, avec des variations plus marquées à faible concentration, inférieure à 5 mg par millilitre, et légèrement moins marquées au-delà des 5 mg par millilitre sur les concentrations supérieures. Alors la littérature qui traite de l'utilisation de la cartographie d'iode et des données quantitatives en clinique rapporte une gamme de concentration entre 0,2 et 4 mg d'iode par millilitre. Donc finalement, des concentrations assez faibles, et donc on se rend compte que c'est à cette gamme de concentration que les variations entre les différents équipements étaient les plus marquées. Pour le radiologue, il semble donc primordial de considérer ces variations et de considérer ces défauts de précision lors de l'interprétation des données. Et pour le manip, il semble très intéressant et très important d'évaluer les performances des équipements utilisés au quotidien. En conclusion, finalement, on s'est aperçu à travers ce travail que la quantification d'iode était variable, la précision et les performances étaient variables entre différents scanners, avec une précision des résultats qui dépendait du modèle de scanner, et donc on se rend compte qu'il semble impossible d'avoir une totale confiance dans les données obtenues, d'où l'importance d'être vigilant et d'évaluer la précision de l'outil quantitatif en tant que manip radio et producteur des données. On n'a pas étudié les raisons de ces différences de précision, qui pourraient être de l'ordre du détecteur ou des algorithmes de reconstruction, et qui pourraient être l'objet de futurs travaux. L'essentiel de ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est qu'il faut considérer les scanners comme des outils de mesure à partir du moment où ils proposent des données métrologiques, et qu'il faut être vigilant à la précision et aux limites de ces données. D'où ce petit message de fin, et je conclurai là-dessus, le rôle du manip est d'être attentif aux performances des systèmes d'imagerie, particulièrement lors de la manipulation de données ou d'imagerie quantitative telles que la cartographie d'iode.
Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Un petit peu de lecture que je vous propose si vous voulez avoir plus de détails techniques sur le travail, avec un article en français dans la revue Le Manipulateur de la FPPE et un article en anglais dans la revue Radiographie. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas, hein, je suis joignable à l'adresse mail qui figure juste en bas. Et puis très bonne suite pour ce webinaire et à bientôt. Bien, bonjour à tous, je m'appelle Nadège Tanguy, je suis manipulatrice radio de formation, actuellement faisant fonction cadre de santé au centre hospitalier Pierre Oudot de Bourgoin-Jallieu. Je suis ravie de pouvoir vous présenter l'étude sur l'utilisation de la téléphonie mobile par les professionnels de santé en imagerie et je remercie vivement la FPPE de pouvoir vous présenter cette étude à travers ce webinaire. Alors à l'hôpital, jamais sans son mobile. Le téléphone portable et puis le téléphone mobile hospitalier, le ECT, sont devenus d'utilisation quotidienne à l'hôpital. On le remarque tous les jours, le réflexe naturel pour de plus en plus de soignants, c'est de glisser le mobile à l'intérieur de sa poche de blouse. Et puis, on le sait, notre smartphone, c'est le prolongement de notre vie personnelle qui peut par ailleurs favoriser l'intrusion de notre vie privée à l'intérieur de notre activité de soins. Et puis l'utilisation du DEC, il est incontournable aujourd'hui pour la communication entre soignants.
Dès lors, nous pouvons nous interroger sur les risques de contamination que constitue la téléphonie mobile portée par les soignants durant son activité de soins. La téléphonie mobile peut-il perturber la concentration et détourner ainsi l'attention du professionnel en favorisant les erreurs de tâches? Et enfin, comment les personnels soignants perçoivent-ils l'utilisation de son téléphone portable dans sa relation aux soins et dans les valeurs professionnelles qu'il porte? Il est intéressant de faire un point en tout cas sur la réglementation aujourd'hui en vigueur. Interdit officiellement, toléré officieusement. En France, le texte de loi qui régit l'interdiction d'utilisation des téléphones mobiles au sein des établissements de santé et qui est toujours en vigueur, c'est la circulaire de 95. En 2003, on a eu un premier assouplissement avec une étude de la CEDIT, c'est le Comité d'évaluation et de diffusion des innovations technologiques, qui précise qu'il faut une distance minimum à respecter d'1,50 m entre le téléphone et les appareils médicaux. Elle indique également l'absence de danger, sauf pour les porteurs de dispositifs médicaux implantables. Second assouplissement avec la PHP, Assistance publique des hôpitaux de Paris, qui assouplit le texte, intégrant un article spécifique à son règlement intérieur en 2010. Et puis, plus récemment, c'est l'ANSES en 2016 qui recommande aux établissements de santé de définir des zones d'usage autorisées, limitées, interdites des téléphones portables afin de toujours limiter la perturbation des dispositifs médicaux. Alors, l'objectif de cette étude, c'est de faire un état des lieux sur l'utilisation de la téléphonie mobile par les professionnels de santé dans le service d'imagerie médicale du CHPO, et puis surtout de sensibiliser les professionnels, s'interroger sur nos pratiques et l'impact qui en résulterait sur l'organisation de la qualité des soins. Alors, cette étude s'est basée sur 3 axes de recherche, une enquête qui a été réalisée au mois d'octobre 2022 au centre hospitalier Pierre Houdeau, et puis une recherche bibliographique, et puis afin aussi de nous donner des clés de lecture, une approche sociologique et philosophique. Sur l'enquête, une quarantaine de questionnaires ont été distribués avec un taux de participation de 87%. Alors, un petit point sur la composition de l'équipe le jour de l'audit. 70% de l'équipe est composée de mères. Et puis, on avait ce jour-là 3 radiologues, un interne, un cadre, des aides-soignants, ASH, étudiants manip aussi. Et puis, sans grande surprise, l'équipe elle est composée à 82% de la gente féminine. Alors, il est intéressant en tout cas qu'on se pose la question, est-ce que le portable, c'est une question de génération? Moi, je me suis en tout cas appuyée sur les excellentes conférences du professeur Olivier Revol, pédopsychiatre sur les HCL à Lyon, qui nous dit que chaque génération a ses codes, qu'on en appartienne en tout cas à la génération des baby-boomers, de la génération X, de la génération Y ou Z. Alors nous, dans notre service, quelle génération se côtoie? On se rend compte que pour 44% du service, c'est les 40-50 ans qui sont majoritaires, cette génération X. Puis juste à côté, on a cette génération Z, les 20-30 ans, qui représentent en tout cas 32% de l'effectif. Alors, un petit focus sur cette génération X qui est née entre 1960 et 1980 pendant une période de forte instabilité économique. On dit d'elle que c'est une génération qui s'est battue pour ses libertés, qui les a obtenues avec brio. On dit d'eux qui s'accrochent à leur poste, qui sont loyaux, pragmatiques, réalistes. Ils ont sens de l'autorité et de la hiérarchie. Ils sont matérialistes et on dit d'eux qu'ils aiment en tout cas garder leurs acquis. Un petit focus sur cette génération Z, nos 2000 et plus, cette génération qui est prise dans l'accélération du temps, tout plus vite et tout
tout de suite, avec aussi une modification des donneurs de valeurs. C'est plus l'école, la famille, l'institution qui transmet les valeurs, mais c'est l'importance des forums, l'influence des pairs, PAIRS, plutôt que les pairs, et cette hiérarchie qui est inversée. On dit d'eux qui sont libres, qui sont citoyens du monde. C'est notre génération du partage, colocation, covoiturage, coworking. Et puis, on sait ça, ils sont archi connectés. Les écrans font partie de leur vie. Et on le voit bien, en tout cas, avec nos ados qui sont assis devant Netflix et avec un téléphone portable, une tablette et un ordinateur. On sait aussi que leur épanouissement personnel n'est plus négociable. Ils sont hyper mobiles et ils sont pris dans cette hyper agitation permanente. Alors on le voit, deux générations qui n'ont pas les mêmes codes et qui sont souvent en tout cas en conflit dans le monde du travail. Alors place maintenant aux réponses de l'audit. Gardez-vous votre téléphone portable personnel sur vous pendant vos heures de travail. Eh bien, on constate que le téléphone portable devient un véritable objet du quotidien dans le service puisque 63% des répondants gardent leur téléphone portable souvent ou en permanence avec eux. Votre téléphone portable est-il en mode silencieux pendant vos heures de travail? Et on s'aperçoit que 80% du personnel met son téléphone portable en mode silencieux à sa prise de poste. À la question à quel endroit rangez-vous votre téléphone portable personnel sur votre lieu de travail? Eh bien pour la plupart du personnel soignant, 63% ont leur téléphone portable à portée de main, soit dans la poche, soit sur la paillasse, console, au plus proche du patient ou d'une activité de soins. La question, avez-vous déjà répondu à votre téléphone personnel? Et bien pour une grande majorité du personnel, 66%, ils utilisent leur téléphone portable en salle de repos, en couloir, en tout cas en dehors de toute présence des patients. À noter chez nous que seuls les médecins utilisent leur téléphone portable en leur présence. Vous pouvez voir sur la photo de gauche, salle de repos chez nous, et ben, tout le monde est sur son téléphone portable entre midi et 2. Et en tout cas, on pourrait aussi se poser la question sur la détérioration des liens sociaux. Vos principaux motifs d'utilisation de votre téléphone portable sur votre lieu de travail. Pour 37% d'entre eux, ils l'utilisent pour des messages, 27% pour des appels téléphoniques. Après discussion avec l'équipe, le téléphone portable permet un lien direct et immédiat avec l'entourage extérieur. Et puis le téléphone portable, ça permet au personnel majoritairement féminin, on l'a vu à l'hôpital, de gérer les affaires familiales courantes, d'être joignable en cas d'urgence. Et puis ça crée aussi un sentiment de sécurité. Concernant le droit à l'image et la prise de photos, 56% d'entre eux ont déjà réalisé des photos de personnes, mais en tout cas, 97% du personnel connaît bien la législation concernant le recueil du consentement. Une première synthèse bibliographique concernant l'évaluation de la contamination microbienne des smartphones, avec une première étude en 2012 qui nous rapporte qu'un smartphone, ça héberge plus de micro-organismes qu'une cuvette de toilette, une semelle de chaussures ou qu'une poignée de porte. Et puis en 2016, une autre étude qui nous décrit nos téléphones portables comme des boîtes à pétri, car ils sont considérés comme un habitat idéal pour la croissance des micro-organismes et un vecteur de transmission des infections nosocomiales. Et puis une étude également en 2018 qui nous démontre que la contamination microbienne des smartphones sont des nids pour les bactéries et pour d'autres micro-organismes, car ils sont toujours en tout cas en contact avec les mains et d'autres régions contaminées du corps, le nez, la bouche, les oreilles, et peuvent donc en tout cas propager des maladies infectieuses entre les individus. Et puis une dernière étude en 2020 qui dénombre en tout cas le nombre de staphylocoques, entérobactéries, streptocoques ou en tout cas différents champignons aussi en tout genre présents à la surface de nos smartphones.
Alors, chez nous, concernant l'hygiène, vous lavez-vous ou vous frictionnez-vous les mains avant d'utiliser votre téléphone portable? 65% du personnel utilise du chat, contre seulement 21% pour notre deck. Question sur l'hygiène, mais après, vous lavez-vous les mains après avoir utilisé votre téléphone portable? 53% des interrogés répondent oui, et même pourcentage que avant pour le DECT, c'est-à-dire 21%. On voit que les résultats, en tout cas, semblent mitigés, surtout pour le DEC. Le professionnel sont quand même sensibilisés sur les bonnes pratiques de l'hygiène des mains, mais ne semblent en tout cas pas toujours les appliquer. Sur la fréquence de nettoyage, nettoyez-vous votre deck ou votre téléphone portable à votre prise de poste? 65% du personnel nettoie leur deck au moins une fois par jour, contre seulement 35% pour téléphone portable. On voit bien ici la différence entre le deck qui est bien considéré comme un objet professionnel et donc systématiquement à sa prise de poste, on le nettoie. Contrairement à notre téléphone portable, où que seulement 35% des utilisateurs le nettoient. Il existe vraiment une marge de progression, particulièrement pour le téléphone portable. Et puis, une seconde synthèse bibliographique sur l'efficacité des techniques courantes de désinfection, avec 2 études en 2011 et en 2015 qui démontrent l'efficacité de la molécule d'alcool, le chat, pour la décontamination des smartphones. Et puis, Cocorico, une étude française en 2016 par Murgier sur le bloc orthopédique au CHU de Toulouse, qui démontre aussi l'efficacité du Surfagnose Premium sur en tout cas sur la décontamination bactérienne. La question: avez-vous déjà interrompu une activité professionnelle ou un soin pour répondre à votre DEC? 82% du personnel interrompent leurs tâches pour répondre à un appel. On le sait, un appel, c'est une interruption de tâche, et donc probablement peut-être une erreur associée. Concernant le téléphone portable, 97%, soit la quasi-totalité des répondants, n'interrompent pas en tout cas leur activité pour répondre à leur téléphone. Après discussion avec l'équipe, les soignants se sentent toujours tenus de répondre, en tout cas à tout moment, à leur DEC, et ont souvent en tout cas du mal à faire la différence entre ce qui est urgent et important. Avez-vous déjà été dérangé au cours de votre exercice professionnel par une personne, que ce soit un patient ou un collègue, utilisant son téléphone personnel? Environ la moitié du personnel, 48%, indique être dérangé par le comportement en tout cas d'un collègue ou d'un patient notamment. On le sait, attention, c'est source d'inattention et potentiellement d'erreur. Savez-vous que la téléphonie mobile diminue votre vigilance ou votre concentration au travail? 56% des sondés pensent que l'utilisation de leur téléphone portable ne perturbe pas leur concentration. Pourtant, il est difficile de ne pas vérifier compulsivement ses mails, ses messages, ses applis, ses notifs. Le personnel de santé, il n'échappe pas plus que les autres au pouvoir addictif et distractif du smartphone. Selon les chercheurs de l'Université du Texas, le smartphone, même éteint ou en mode silencieux, nuit à notre capacité à la concentration. Ils disent: la seule présence de son smartphone peut occuper nos capacités cognitives, nous lançant moins de ressources disponibles pour les autres tâches. Savez-vous que l'utilisation du téléphone portable peut heurter les valeurs professionnelles portées par les soignants? 59% des personnels de santé se questionnent sur l'utilisation de son smartphone dans sa relation aux soins avec les patients et dans les valeurs professionnelles qu'il porte. Sommes-nous dans l'ère du temps ou dans cette accélération permanente du temps? C'est Nicole Aubert, sociologue, dans son excellent livre Le culte de l'urgence, la société malade du temps, qui va nous donner en tout cas quelques clés de lecture. Elle nous dit que notre époque est en train de vivre une mutation radicale dans son rapport au temps,
Urgence, instantanéité et immédiateté ont envahi nos vies. Nous voulons vivre l'intensité sans la durée et obtenir des résultats à efficacité immédiate. On est dans un nouveau temps relationnel, obtenir le monde entier au bout de son téléphone portable. Il s'agit d'être à la fois en situation de rien rater, c'est-à-dire à l'écoute et en disposition de répondre immédiatement. Et puis, la logique du sans délai, pouvoir satisfaire tous ses désirs possibles dans tous les endroits à la fois, sans aucune contrainte de temps et sans avoir à se déplacer. Alors on le voit, c'est l'émergence de fausses priorités et puis de bien faire la distinction de ce qui est urgent et important. Puis un regard sur un nouveau monde, comment obligé en tout cas de parler de Michel Serres, philosophe, qui écrit en 2010 Petite poussette, pour cette jeune génération qui est hyper douée avec ses pouces. Il le baptise ainsi, Petite poussette. Il nous dit que c'est ni progrès, ni catastrophe, ni bien ni mal, que c'est la réalité qu'il faut faire avec. Petite poussette va devoir réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître. Je vais vous faire écouter un passage de sa conférence qu'il a donnée à la sortie de son livre en 2010. Et avec une phrase que j'ai retenue, et maintenant, tenant en main le monde. Voilà, je vais vous faire écouter un passage. Et par conséquent, maintenant, tenant en main son portable, Petite poussette tient les lieux, tient l'information et tient n'importe qui dans le monde à la condition de l'appeler en 4 coups de téléphone. Les lieux, l'information, les gens. Et donc elle dit, et ça serait la devise qui serait inscrite sur sa carte d'identité, elle dirait « Maintenant, tenant en main le monde ». Maintenant, tenant en main le monde. Maintenant, tenant en main le monde. Vous entendez cette phrase-là et n'avez-vous pas envie, quand vous entendez cette phrase-là, de poser la question à un historien, il y a sans doute des historiens dans la salle, combien de gens dans l'histoire pouvaient dire « Maintenant, tenant en main le monde » ? Je ne sais pas, moi, Auguste, empereur de Rome, à qui Pierre Corneille fait dire dans Cinna « Je suis maître de moi comme de l'univers ». Oui, il pouvait dire ça peut-être. Peut-être Louis XIV, roi Soleil, le plus grand potentat de son époque. Peut-être quelques milliardaires aujourd'hui, russes, chinois ou américains. Peut-être, en tout cas, des personnes exceptionnelles, rarissimes. Un comme ça tous les 6 ou 7 siècles. Aujourd'hui, 3,750 milliards de petites poussettes peuvent dire « maintenant, tenant en main le monde ». Alors, en conclusion, la généralisation de la présence du téléphone portable au sein du service ne se discute plus. Le cadre réglementaire actuel semble désuet et inapproprié. Est-il un nouvel assistant du soin? Même si en imagerie, les manip radio ont un accès privilégié à Internet, aux diverses applications professionnelles, leur donnant un accès immédiat à l'information. Pour d'autres soignants, le téléphone portable devient un outil de travail, notamment pour le calcul de doses, de scores, de médicaments, les pathologies. Le téléphone portable devient un véritable outil d'accompagnement dans la réalisation des soins. Concernant notre DECT, c'est un outil de communication hospitalier indispensable qui vise à une prise en charge optimale du patient. Attention de ne pas banaliser les interruptions de tâches qui en découlent et de nuire ainsi à la qualité des soins. Donc, à chacun de se responsabiliser pour en avoir une utilisation raisonnée, raisonnable et réfléchie. Quelques préconisations. C'est d'engager une réflexion à l'échelle de l'établissement,
sensibiliser le personnel sur les différents risques, informer les étudiants et les nouveaux diplômés sur son bon usage. Et puis, pourquoi pas un guide des bonnes pratiques. Chez nous, on a réfléchi sur cet item. Je suis un professionnel de santé, je suis sur mon lieu de travail. Eh bien, effectivement, j'éteins mon téléphone portable où je le mets en mode d'avion à ma prise de poste. Je sais respecter le droit à l'image. Je ne diffuse en aucun cas des données personnelles. Et puis, je sais que ça diminue la vigilance et la concentration. Et j'ai dans la tête aussi que c'est un risque sur la qualité et la sécurité des soins. Et puis, une vigilance toute particulière aussi sur la détérioration des liens sociaux et du travail en équipe. Et puis, on n'oublie pas le volet hygiène. Mon téléphone portable est porteur de germes. Et ben, friction avant et après. Et puis, nettoyage avant et après sa prise de poste. Merci pour votre attention. Puis tous mes remerciements à l'équipe d'imagerie du centre hospitalier de Pierre-Oudot à Bourgoin, à Mireille et Stella, cadre de santé, et puis pour toute la confiance témoignée de Nicolas Isco, cadre supérieur, et Madame Perrin-Isabelle, directrice des soins. Je vous remercie beaucoup. Et vous pouvez retrouver toute la synthèse bibliographique. Nous sommes dans un groupe très dynamique, avec des équipes très sympathiques, qui ont envie d'innover, qui ont envie d'assurer la meilleure prise en charge du patient. On a d'excellentes conditions de travail. On a la possibilité de choisir l'activité qu'on veut, contrairement à d'autres endroits où on nous impose un peu les choses. Une Résonance fait beaucoup d'investissements dans la rénovation du système informatique et également des machines. On a une deuxième IRM depuis le rachat du cabinet, des nouveaux échographes, enfin du matériel de pointe, donc pour la qualité des soins des patients. Là, on a inauguré la Résonance Academy, donc, qui permet des formations, qui fait profiter aux manipulateurs de formations en interne. Donc des formations aussi bien d'échographie, d'hypnose, des manipulateurs ou des secrétaires qui peuvent devenir responsables d'un centre. Donc c'est une évolution de carrière très importante pour un manipulateur. Pour évoluer dans la carrière en tant que manipulateur, c'est aussi très important de continuer à donner un sens à son travail. C'est qu'il y a une bonne équipe, ils sont jeunes, assez dynamiques, il y a de bons avantages pour quelqu'un qui veut travailler, c'est chez nous qu'il faut venir.
Je suis Sophie Lescure, je suis manip radio dans les Pyrénées au centre hospitalier Comminges-Pyrénées. Je vais vous parler d'IRM et de sécurité en vous exposant les méthodes de réduction des échauffements causés par les radiofréquences. L'IRM est une technique en plein essor pour le diagnostic et la surveillance de nombreuses pathologies. C'est une technique non ionisante mais pas sans risque. Les accidents les plus connus et spectaculaires sont liés à l'effet missile. Mais les plus courants sont les risques thermiques, notamment les risques d'échauffement liés aux radiofréquences. Les examens IRM sont de plus en plus nombreux et les manips manquent. Les examens sont donc minutés et une dérive des pratiques peut parfois être observée. Les radiofréquences, ce sont des ondes électromagnétiques excitatrices. Les ondes électromagnétiques, comme leur nom l'indique, ont une composante magnétique, utile à l'image, et une composante électrique, responsable des effets thermiques. Ces composantes se convertissent alternativement. En IRM, on utilise un champ magnétique oscillant de haute fréquence et de forte puissance, 50 à 100 fois plus élevé que celle d'un micro-ondes. Quels mécanismes sont responsables des échauffements par les radiofréquences? Trois phénomènes peuvent entrer en jeu: l'induction électromagnétique d'un circuit en résonance et l'effet antenne. Nous allons détailler ces trois points. Les images qui vont illustrer ces points vont vous montrer les cas les plus impressionnants. Ce ne sont pas les plus courants, le but n'est pas de vous faire peur. L'induction électromagnétique est définie par l'équation de Maxwell-Faraday qui dit que le rotationnel du champ électrique est proportionnel à la variation du champ magnétique au cours du temps. La variation d'un champ magnétique produit donc un champ électrique. Les champs électromagnétiques changeants, tels que les radiofréquences en IRM, peuvent donc induire des courants électriques. Le corps humain est un diélectrique conducteur. Il est composé essentiellement d'eau et d'électrolytes, des ions comme le calcium, le sodium. Il présente donc des propriétés telles que la permittivité, qui est la réponse d'un milieu donné à un champ électrique appliqué, et la conductivité, qui est la capacité à permettre le passage d'un courant électrique. Les différents organes qui le composent ont chacun des propriétés différentes. Des boucles créées par des points de contact cutanés pourraient donc entraîner une conduction électrique et donc échauffer, voire brûler des patients. Ces mêmes boucles conductrices peuvent être créées entre la peau du patient et un matériel conducteur, des électrodes, des câbles. Si une boucle conductrice possède une inductance et une capacité répondant aux conditions de résonance du système, loi de Larmor, celle-ci entrera en résonance. Dans ce cas-là, l'échauffement induit est maximum, le risque de brûlure majeur. L'exemple le plus répandu est celui de la présence d'un câble enroulé sur le patient. Passons à l'effet antenne. Il est observé en présence d'un plan allongé dont la longueur est comprise entre un quart et la moitié de la longueur d'onde de la radiofréquence. Il sera maximal pour la longueur égale à la moitié de la longueur d'onde de la radiofréquence. En assimilant vulgairement le corps humain à de l'eau, la longueur d'onde de la RF est de 52 cm à 1,5 Tesla et de 26 à 3 Tesla. Le risque maximal est donc de 26 cm à 1,5 Tesla et de 13 cm à 3 Tesla. En pratique, voilà quelques exemples d'implants allongés pouvant poser problème. Les tiges de Harrington, qui traitent les scolioses, les sondes de pacemaker, surtout abandonnées, et les sondes de stimulateur cérébral profond, qui traitent la maladie de Parkinson notamment. D'autres exemples, des piercings au nombril, des bagues qui n'ont pas pu être enlevées. Et non, ils sont trop petits par rapport à la longueur d'onde de la RF, surtout à 1,5 Tesla. Le risque est minime. Si Marguerite, 93 ans, ne peut plus enlever son alliance parce que son doigt a gonflé, eh bien, on peut lui laisser. Le risque de brûlure est très faible. On lui signale simplement qu'elle peut sonner si elle sent quelque chose de désagréable. On retiendra quand même qu'on enlève tout ce qui est possible d'enlever. Dans le cadre de mon mémoire présenté lors du DU d'ingénierie appliquée en IRM de Strasbourg en 2023, j'ai réalisé des tests sur des fantômes pour démontrer l'effet antenne. Pour cela,
j'ai fait varier les paramètres d'une séquence turbo-spin-echo de notre IRM 1.5. Le fantôme a été modélisé par plusieurs bidons d'eau, 60 kg, pour avoir un calcul de SAR correct. En pratique, j'ai utilisé une sonde de pacemaker non reliée à un boîtier dans la configuration d'une sonde abandonnée en réduisant sa longueur à la longueur critique, 26 cm, en faisant des boucles, comme le font les cardiologues dans le corps humain. Dans un premier temps, je l'ai implanté de part et d'autre d'une coine de porc, puis dans une gélose et enfin dans une longe de porc. Ces appareils ont ensuite été disposés sur le fantôme d'eau et ont subi la séquence IRM. L'expérience fut un succès puisqu'une élévation de température a été mesurée aux extrémités de la sonde de pacemaker. L'effet antenne était donc mis en lumière. J'ai également pu mesurer l'influence des paramètres de la séquence que j'ai fait varier sur la puissance de l'ARF et sur le SAR. Il y a quand même eu plusieurs limites puisque les sondes de température n'étaient pas optimales, les fantômes ne reflétaient pas fidèlement le corps humain, la sonde implantée était MR conditionnelle, donc conçue pour limiter les risques. Et enfin, l'IRM utilisé était une 1.5 Tesla, ce qui diminuait la puissance de l'ARF. Quelques points de réglementation. La norme internationale IEC 661-2-33 fixe les exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des appareils IRM utilisés pour le diagnostic médical. Elle définit des niveaux de SAR, débit d'absorption spécifique. Le SAR est la quantité de chaleur absorbée par unité de masse. C'est une valeur calculée qui définit deux niveaux en clinique, le niveau normal autorisant une élévation de température de 0,5 degré et le niveau 1 autorisant 1 degré d'élévation. Le niveau 2 est utilisé en recherche. La SED, dose d'énergie spécifique en français, définit la quantité totale de chaleur absorbée par le corps lors de l'examen. Sa valeur maximale est fixée à 14 400 joules par kilo. Le B1 plus RMS correspond au champ magnétique effectif généré par la radiofréquence. C'est une valeur mesurée et donc plus fiable que le SAR pour mesurer l'échauffement réel. Cette valeur est utilisée de plus en plus pour l'étiquetage des DMI. L'ASTM F25035 fixe les compatibilités IRM des DMI en les classant en trois types: MR Safe, MR Conditional et MR Unsafe. Comment peut-on réduire les échauffements? Plusieurs étapes. La première, avant l'examen, est à la prise de rendez-vous. Les secrétaires, premier maillon de la chaîne de sécurité, délivrent aux patients une fiche explicative de l'examen et un questionnaire IRM. 3 cas de figure sont possibles. Rien à signaler, le rendez-vous est donné. Le patient est porteur d'un DMI compatible IRM ou retirable. Le rendez-vous est donné avec des consignes. Le patient est porteur d'un DMI à conditions particulières. Dans ce cas, la demande doit être visée par un médecin, puis le DMI est recherché par les manip IRM afin de s'assurer de sa compatibilité. Voilà un exemple de nos fiches, le questionnaire pré-IRM, notre fiche explicative, la fiche de validation médicale et la fiche de compatibilité pour les patients porteurs de DMI. Les secrétaires ont également, pour les aider, accès à un lexique de conduite à tenir et des procédures clairement identifiées. Nous arrivons maintenant au jour de l'examen. La préparation de la salle est importante. La température doit être inférieure à 25 degrés, idéalement comprise entre 19 et 21 degrés. La ventilation du tunnel doit fonctionner et être active. Les antennes utilisées doivent être adaptées à l'examen et au patient. On ne va pas faire une IRM de crâne d'un bébé dans une antenne de genou. Les antennes doivent être intègres et vérifiées régulièrement. Pour réduire les échauffements, les antennes émettrices-réceptrices locales sont à privilégier. Comment préparer son patient? Celui-ci doit quitter tous ses effets personnels. En clair, il doit être en slip ou culotte et en blouse. Et rien d'autre. La blouse doit être celle fournie par le service sans pression. On fera attention à la matière de certains sous-vêtements qui comportent des fibres antimicrobiennes métalliques. Les masques
démocratisées depuis le Covid, devront être sans barrette métallique et fournies par le service. Attention également aux couvertures venant d'autres services. Les tatouages peuvent aussi causer des échauffements. On signale simplement au patient de nous dire s'il ressent tout effet indésirable. Le SAR est calculé par la machine à partir du poids et de la taille que le manip entrera dans les cases. Il faudra donc le renseigner le plus justement possible. Lorsque l'on positionne le patient, on va éviter de former des boucles conductrices. On place des mousses d'au moins 1 cm au point critique. Les mousses doivent être celles fournies par le constructeur. L'antenne du tunnel est l'antenne émettrice la plus utilisée. C'est une antenne bird cage et on a observé qu'à l'emplacement des condensateurs de l'antenne se trouvent des points chauds. Contre la paroi de l'IRM, le champ électrique est maximal. On évitera donc que le patient soit en contact direct avec les parois. Les matériaux nécessaires à l'examen, appareils de surveillance notamment, doivent être compatibles IRM, placés au centre du tunnel parallèlement à B0, ne doivent pas former de boucle et si possible être hors du champ de radiofréquence. Pendant l'examen, pour réduire les échauffements, il conviendra d'agir sur tous les éléments pouvant diminuer le SAR. Le SAR est proportionnel au carré de B0 et au carré de l'angle de bascule. On choisira donc une IRM à faible champ et on réduira l'angle de bascule autant que possible, en favorisant notamment les séquences échos de gradient plutôt que les échos de spin principalement. Le SAR est proportionnel au nombre de coupes. On les diminuera le plus possible tout en ayant une couverture d'examen suffisante. Le SAR est proportionnel au nombre d'échos. En le réduisant, on augmente le temps d'acquisition. Tout est question de compromis. Le SAR est inversement proportionnel au temps de répétition et au temps de pulse. On augmente donc le TR, attention au changement de pondération, et le type d'impulsion. Toutes les impulsions RF vont contribuer au SAR. Les impulsions de saturation spectrale, mais aussi les inversions récupération, les bandes de présaturation. On fera attention aux séquences échos de gradient avec des TR très courts, comme les BIRM, les 6 sur les CAI, les TOF. Les séquences à angle variable ou écho variable sont à privilégier. Finalement, la règle la plus simple est on alterne les séquences dites sarogènes avec d'autres moins gourmandes en SAR. Pour réduire le SAD, on peut également jouer sur le temps d'examen en le réduisant. On peut pour cela augmenter l'espace inter-écho, jouer sur la matrice et utiliser l'imagerie parallèle. Pendant l'examen, une surveillance continue du patient doit être possible. Par les caméras, le lien avec la sonnette, certains patients à risque nécessitent une surveillance accrue. Les patients sédatés, les femmes enceintes, les enfants, mais aussi les personnes en situation de handicap, les patients présentant des troubles cognitifs avancés ou ayant des troubles de thermorégulation. Après l'examen, pensez à demander le ressenti du patient. Vérifiez si nécessaire l'absence de brûlure immédiate. En cas de doute, signalez au patient que celles-ci peuvent apparaître après son retour chez lui. Si un événement indésirable se produit, il faut faire une déclaration de matériaux-vigilance en informant la NSM. En conclusion, les échauffements causés par les radiofréquences sont encore trop nombreux. Ce risque est facilement évitable par la formation des équipes et la rédaction de procédures claires. Il semble quand même indispensable de nommer une personne ressource dans chaque service, un personnel compétent en sécurité IRM. On dit que le temps c'est de l'argent. Moi je préfère la sécurité d'abord. Quelques sources. Je terminerai avec une citation de Benjamin Franklin. Une once de prévention vaut une livre de guérison. Je vous remercie de votre attention. L'Institut de cancérologie et de radiothérapie brétilien est un établissement de santé spécialisé dans les traitements de radiothérapie et curithérapie, les traitements médicamenteux, les soins de support et la recherche en cancérologie. Grâce à une équipe pluridisciplinaire et des installations de pointe, l'ICRB assure chaque jour la prise en charge de patients touchés par différents types de cancers. En 2023,
l'établissement a accompagné plus de 2300 nouveaux patients en Ille-et-Vilaine. L'expertise de nos équipes, associée à un accompagnement global et personnalisé, permet à nos patients de vivre au mieux ce moment de vie. À l'ICRB, les praticiens sont conventionnés et ne pratiquent aucun dépassement d'honoraires. Ils assurent une prise en charge ALD, tiers payant, CMU et AME. L'ICRB est investi pour garantir au quotidien une prise en charge bienveillante et accessible. L'Institut accompagne chacun sans reste à charge et nos correspondants partagent la même éthique. Pour garantir un haut niveau de qualité de la prise en charge, l'Institut s'appuie sur un savoir-faire, une expérience et expertise sur des innovations technologiques de pointe et des équipements de haute technicité et participe à des recherches médicales. Nous proposons une prise en charge individualisée, adaptée et humaine tout au long du parcours avec notamment des consultations d'information, un suivi infirmière en pratique avancée, un dispositif de télésurveillance, des soins de support et des rendez-vous de surveillance. Les praticiens de l'ICRB assurent une astreinte permanente pour les patients, mais aussi pour les médecins généralistes et spécialistes avec un accès direct et facile à ces équipes, et avec une plateforme de téléexpertise pour dynamiser les avis échangés ville-hôpital. Des partenariats sont établis pour les prises en charge des urgences. Chaque patient, ses aidants et proches, sont accompagnés et soutenus tout au long de la prise en charge avec des lieux dédiés et des soins spécifiques. L'ICRB dispose de toutes les techniques de radiothérapie moderne au sein de son établissement. Grâce à un parc d'appareils de haute technicité et un ensemble de technologies de pointe au plus près des dernières innovations. L'ICRB est un acteur investi dans la recherche médicale et clinique aux côtés de partenaires variés pour le développement de traitements innovants contre le cancer, l'étude de nouveaux médicaments et d'associations médicamenteuses, l'évaluation de la qualité de vie des malades en cours de traitement, la prévention et la diminution des effets secondaires et la mise en place de nouvelles technologies de diagnostic. L'ICRB participe aux réunions du groupe régional Arpego. 70 études institutionnelles et observationnelles en cours. L'ICRB inclut plus de 100 patients par an sur des essais cliniques et accompagne 500 patients en file active.